C'est la toute dernière chronique de la saison des souris et des hommes avec Jean Pouli. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors on vous retrouvera cet été sur RCF, mais toute dernière chronique de la saison. Et pour cette chronique, on parle de fact-checking à l'heure du web sémantique. Comment rendre Internet plus fiable? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bah oui, j'ai voulu prendre un sujet qui vous concernait, Lucie. Le journalisme a besoin de vérifier les faits, c'est ça, le fact-checking, j'ai découvert ça. Effectivement, parce que dans la société de l'information, la monnaie de la société de l'information, c'est la confiance. On en a souvent parlé, on est dans un monde virtuel où circulent des milliards de données qui proviennent de sources qui sont sans limite, qui sont de moins en moins vérifiables. Et donc, comment savoir si une information est juste, si elle est bonne, si elle est vraie? Bien sûr, la vérité est une notion un petit peu relative, donc c'est un petit peu difficile de dire si c'est vrai. Par contre, vérifier les faits, ça c'est possible, et on peut peut-être éviter, sans trouver la vérité, en tout cas, d'éviter les mensonges, les rumeurs, les fameux hoax, qui veulent dire rumeurs justement en anglais, qui pullulent sur la toile, qui sont parfois le fonds de commerce de certains hackers. Et donc cette vérification des faits, ce qu'on appelle le fact-checking, bon alors ça existe depuis longtemps, mais on se rend compte qu'avec l'explosion d'Internet, des données, du web social, des réseaux sociaux, il y a beaucoup plus d'informations, que la production d'informations est devenue accessible à tous, et que de fait, d'une façon presque logique, comme le disait Harry Malbler, qui est correspondant du magazine The Nation, nous sommes tous à présent des fact-checkers. Et en quoi cette vérification des faits évolue-t-elle, a-t-elle évolué avec Internet et les réseaux sociaux? Principalement justement à cause de la production d'informations qui s'est démocratisée, qui fait que tout le monde produit de l'information. Il y a quelques années, on se souvient en France d'Arrêt sur Image, qui était une émission grand public, qui était animée par Daniel Schneiderman, qui était justement une véritable référence de fact-checking dans le domaine audiovisuel. Mais à l'époque, en fait, c'était jusqu'à peu de temps l'affaire des professionnels, des journalistes, et c'était fait, j'allais dire, manuellement, c'est-à-dire qu'on faisait soi-même ses petites recherches, d'ailleurs parfois sur Internet. Et on a vu en 2011, lors de la campagne présidentielle de l'élection de 2012, justement le fact-checking qui devenait quasiment automatique sur les discours, les programmes. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que ça a démarré, notamment aussi aux États-Unis. Et on s'est rendu compte que la domination d'Internet et de la toute-puissance finalement des réseaux sociaux, qui génèrent des millions de données, nécessitait, j'allais dire, des solutions automatisées de fact-checking. Parce que aujourd'hui, il y a 3 enjeux importants qui arrivent sur la question de la fiabilité de l'Internet. C'est justement qu'il y a une défiance aujourd'hui, une défiance constatée notamment dans les enquêtes d'opinion. Ce que j'aime bien appeler l'info-obésité, parce que on a des millions de données et ça augmente le temps de traitement. Et la troisième chose, c'est l'explosion du nombre de données. Alors, pour revenir à la défiance de l'Internet, une récente enquête de la Croix montre que seuls 37% des gens ont confiance dans l'Internet. Ça pose aussi un problème, parce que, bien sûr, les professionnels sont concernés, mais également les utilisateurs, c'est-à-dire le grand public. Aux États-Unis, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et sans une information fiable, on s'est rendu compte que bien sûr dans la politique c'était le premier secteur, mais aussi dans d'autres domaines, la finance, la santé, la haute technologie ne peuvent fonctionner. Alors il y a une autre évolution assez notable, c'est l'arrivée de la vérification collaborative. Alors on a un bon exemple, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est une façon contributive, collaborative de trouver de l'information, de la vérifier, de la corriger. Si vous trouvez sur Wikipédia une information qui est fausse, vous pouvez le signaler, vous pouvez proposer une modification qui sera elle-même vérifiée par d'autres contributeurs pour arriver, entre guillemets, à tendre vers la vérité. Donc c'est un très bon exemple de fact-checking. Et puis une dernière évolution, c'est, on en avait parlé un petit peu, les techniques du web sémantique, qui permettent aujourd'hui, avec des algorithmes très puissants, l'association, le recoupement de données, mais également l'accès à des bases de données extrêmement hétérogènes, comme justement celles des réseaux sociaux, de pouvoir avoir des solutions de fact-checking beaucoup plus élaborées, qui vont jamais, et ça je crois qu'on en avait déjà parlé, remplacer le jugement humain, l'intuition humaine, mais en tout cas qui peuvent l'assister face à cette masse de données. On peut citer quelques exemples récents d'informations non vérifiées et observer les conséquences que cela a eu. Il y a eu deux faits assez récents et importants aux États-Unis
qui ont concerné l'agence de presse assez fameuse qui s'appelle l'Associated Press, l'AP, un petit peu notre AFP, on va dire, avec Barack Obama. Enfin, il y a eu un faux tweet en fait sur Barack Obama qui était menacé par les terroristes et il a dû être évacué de la Maison Blanche. Et alors, suite à ce tweet qui était erroné, la bourse de New York s'est effondrée, des milliards de dollars se sont évaporés, et puis ensuite il y a eu un démenti de la Maison Blanche. En fait, c'était des hackers syriens qui ont piraté le compte Twitter de l'agence de presse et qui ont diffusé cette fausse information. Vous voyez, donc cet exemple montre que même au plus haut niveau, la Maison Blanche, l'Associated Press, peut se faire pirater. Et de fait, il y a eu un autre exemple avec les attentats de Boston et CNN qui a aussi diffusé une fausse information. Et puis ça a été repris par Fox News, etc. Donc après, il y a toute une chaîne parce que on fait confiance dans ces institutions de l'information. Donc c'est assez rapide ensuite comme dit l'adage, un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. Et si en plus c'est des institutions qui les propagent, ça a valeur de vérité d'évangile. Et là, c'est là le problème, et c'est pour ça qu'il y a quelque part un nouveau marché de la fiabilité de l'information qui se met en place, parce que au premier chef, bien sûr, les journalistes, mais pas seulement, sont concernés par cette nécessité de vérifier les faits dans cette jungle de l'information qui est devenue l'Internet. Alors, quelle parade existe aujourd'hui pour démasquer les hackers et ces manipulateurs de l'information ? Bien, j'allais dire que c'est un petit peu en construction quand même. On a évidemment les grands médias et je pense au Washington Post qui essayent des technologies. Récemment, il y a un outil d'analyse qui s'appelle Truth-Teller. Donc un outil qui permet en fait en temps réel d'analyser la parole politique pour dire ce qui est raconté est vrai ou faux. Bon, alors je sais pas si ça marche. En tout cas, c'est un outil très sérieux qui est utilisé par le Washington Post. Il y a bien sûr tout un tas de sites comme politicfact.com, factcheck.org qui sont totalement dédiés au fact-checking, généralement sur les discours politiques. Mais là, encore une fois, les opérateurs font ça plutôt manuellement, parce qu'il n'y a pas encore de solution automatisée. Et en France, c'est à peu près la même chose. On a un site qui s'appelle Acrimed, qui avait été monté à partir de rumeurs qui avaient été lancées, mais là aussi, c'est manuellement. Et c'est là que le bas blesse, parce que la masse d'informations aujourd'hui, elle est plus du tout traitable à la main. Et il faudrait qu'on puisse utiliser des outils de fact-checking directement sur le web. Donc finalement, les sites web puissent faire apparaître un degré de fiabilité, nous donner des informations directement sur le web, sur nos tablettes, sur nos smartphones pour nous dire, c'est fiable ou non. Et ce genre d'outil n'existe pas encore. Alors, c'est intéressant parce que ce manque de solutions a été repéré par 2 fondateurs d'une start-up lyonnaise qui se sont mis sur ce créneau. Donc cette start-up s'appelle TrueClick et ils viennent d'être primés au Salon des entrepreneurs qui s'est tenu à Lyon et ils sont soutenus par la Banque publique d'investissement. Donc vous voyez, ils ont des bonnes fées sur leur projet. Et l'un des fondateurs de TrueClick, Arnaud Jacolin, lui base cette idée de TrueClick sur l'analyse suivante. Il dit les années 2000, finalement, le défi, c'était de trouver l'information. Et aujourd'hui, quelque part, avec Google, ça y est, c'est possible. De plus en plus, l'information est fine, on la trouve instantanément dans le monde entier. Et pour lui, le véritable enjeu des années qui viennent, c'est de rendre cette information fiable, de la qualifier, de la vérifier. Et je pense que c'est là, avec le web sémantique, on en avait parlé, même Google avec certains outils, et d'autres sont en train de chercher à affiner, Google dans un moteur de recherche, mais il y a un vrai défi de rendre, j'allais dire, ce média fiable, car selon moi, il en va même de sa survie, c'est-à-dire que si, on l'imagine pas aujourd'hui, parce qu'on dit, je l'ai trouvé sur Internet. Mais justement, si demain Internet, ça devient vraiment faux, on risque d'avoir un média qui perd de sa crédibilité et donc de son audience. Merci beaucoup Jean Pouli pour cette chronique consacrée au fact-checking. C'était la toute dernière chronique de la saison. Merci d'avoir partagé l'année avec nous et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup.